2063. Il y avait beaucoup de discussions sur la migration et tout ça, on ne peut pas oublier, même si les temps sont difficiles maintenant à penser à les grandes images. Donc voilà, donc la Fondation Konrad Adenauer a fait beaucoup des études et des analyses dans cette situation. On a constaté, malgré les pays africains ne sont pas fortement touchés comme les pays européennes par la COVID-19, mais il y a toujours ou presque les mêmes problèmes parce que cette pandémie est devenue globale et touche tout le monde. Surtout, je dois dire, la situation des femmes qui sont en difficulté plus fortement que les hommes, mais aussi les jeunes et bien sûr la société en général, où il y a une différence pour eux qui ont accès à l'Internet, aux ordinateurs, pour continuer leur éducation ou pour les personnes qui n'ont pas. Donc, et surtout en Afrique, je pense, ce sont des questions qui sont très pertinentes. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire et nous sommes en train d'y travailler. On a changé notre programme, bien sûr, comme tous les autres organisations internationales, pour s'adapter et être plus résilient à la crise, mais aussi à la discussion, de continuer la discussion. Donc, ça veut dire, ça ne suffit pas d'être réactif, il faut être actif dans plusieurs, dans les discussions. Je pense les thèmes que nous allons discuter ce soir sont très importants pour le faire. Et je voudrais m'arrêter ici parce que j'ai déjà parlé trop. Et vous remercie pour l'accepter l'invitation. Et bien sûr, chers participantes et chers participants, bienvenue à cet événement. Et n'oubliez pas de demander des questions, interagir avec les responsables et les experts. Donc, je nous souhaite un très bon séminaire. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur Stéphane, et on va commencer direct donc dans le vif du sujet. Et ma question va à Monsieur Skoury. Et Monsieur Skoury, pour une note introductive, quelle évaluation faites-vous un peu de ce processus donc de transformation en Afrique? Allez-y, Monsieur Skoury, à vous la parole. Bonsoir, heureux d'être parmi vous et de pouvoir échanger. J'espère qu'on aura un débat utile et fructueux pour une problématique qui nous interpelle tous, bien sûr. Tout à l'heure, on était un peu en off, on était en train de discuter déjà un peu de cette problématique de développement en Afrique et qui est une problématique complexe et multidimensionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes qui nous interpellent. Bien sûr, il y a beaucoup d'atouts aussi, heureusement. Bien sûr. Mais justement, cette nature multidimensionnelle, si vous voulez, dicte un peu la nécessité d'avoir une vision holistique, une vision globale, avec toutes les dimensions économiques, sociales, environnementales. Et c'est un peu dans ce sens que va l'agenda 2063, qui par ailleurs reconnaît un peu la diversité des régions et des pays africains et préconise des actions spécifiques à chaque pays. Donc c'est très important, mais dans le cadre d'une vision globale, bien sûr, qui ambitionne un continent prospère et développé. Il y a des problèmes, donc l'Afrique est multiple, elle est plurielle. Quand on parle de développement, puisqu'on me demande de parler surtout du développement rural, quand on parle du développement, déjà c'est problématique, et ça l'est encore plus quand on parle du développement rural. Pourquoi? Parce que la grande partie de la population africaine est rurale, mais les problématiques rurales, si vous voulez, sont beaucoup plus difficiles à cerner, dans la mesure où, en fait, moi je suis toujours gêné de parler du monde rural parce que même au Maroc, on parle de plusieurs mondes ruraux. Il y a beaucoup de spécificités dans le monde rural. Et donc là aussi, les problématiques
ne sont pas toujours les mêmes, les contraintes ne sont pas toujours les mêmes, et les voies de réussite, si vous voulez, et les préconisations qui peuvent nous permettre d'embrayer sur un développement de ces régions doivent être spécifiques. C'est pour ça que je parle un peu de cet aspect multiple et diversifié du développement. Mais est-ce qu'on peut parler, Monsieur Skouri, déjà est-ce qu'on peut parler déjà, est-ce que le monde rural en Afrique, est-ce qu'il a eu déjà le privilège d'avoir aussi un vrai modèle, donc un vrai modèle clair, avec une vision claire? Moi, je crois que M. Stéphane le disait avant, et puis M. Ali Abakar le disait avant qu'on entame ce live. Je pense que il y a plein d'études, il y a plein d'instruments de développement qui ont été faits, qui ont été réalisés par d'éminents spécialistes dans tous les domaines. Je crois que la vision 2030, 2063, mais aussi tous les plans, parce que l'agenda 2063 a pris en considération un peu toutes les études stratégiques qui ont été réalisées au niveau des grands ensembles régionaux, au niveau d'un certain nombre de pays qui ont été faits par des organismes internationaux multiples et divers et dont la compétence est reconnue, chacun en ce qui concerne son domaine. Mais je crois que le problème, je le disais tout à l'heure, le problème réside un peu parce que dans les résultats sont plutôt mitigés. Donc, il y a un problème de mise en application, si vous voulez, des visions. Bien sûr, il y a plusieurs raisons qui empêchent tout ça. C'est des raisons qui sont liées à des problématiques internes, à des problèmes aussi externes, aux chocs qui sont naturels, mais aussi aux chocs qui viennent du marché mondial, de l'imprévisibilité un peu d'un certain nombre de prix, la versatilité un peu des prix des matières premières, par exemple. Mais aussi, il y a des aléas économiques et sociaux qui sont là et qui empêchent effectivement la réalisation. Mais et c'est là où pour rebondir sur ta question, c'est là où je pense que même dans le cadre la vision, quand on l'a fait en général, c'est des experts qui la font. Je n'ai rien contre l'expertise, mais quand on veut la mettre en application, quand on veut réaliser les projets qui sont préconisés, c'est la population au niveau local qui prend en charge le relais. Et si la population n'est pas, si vous voulez, associée à l'élaboration de tous les instruments, et c'est là, moi je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là, si la population n'est pas associée, si elle ne s'approprie pas les projets qui ciblent son propre développement, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Monsieur a parlé tout à l'heure de faisabilité, des problèmes effectivement qui sont liés à la faisabilité, mais aussi qui sont liés simplement aux difficultés qu'on retrouve parce que les gens ne sont pas formés pour s'approprier, parce qu'ils ne comprennent pas la nature du projet. Souvent, il y a une défiance par rapport à un certain nombre de projets, surtout, je parle du monde rural, parce que les gens ne comprennent pas tel ou tel projet qui arrive sans qu'ils soient consultés à l'amont. Donc, il y a effectivement ce problème, parce qu'au niveau africain, il y a le monde rural regorge de ressources et de richesses. Tout à fait. Mais il y a d'atouts, mais il y a des problèmes de mise en œuvre, il y a des problèmes de transformation, si vous voulez, du potentiel en réalisation. En législation et en travail vraiment sur terrain. Donc, je vais aller en Tunisie, donc chez Madame Zaloul. Madame Selwa, est-ce que vous m'entendez? Alors, oui, un peu Monsieur Skouri, dans sa note introductive, il a un peu touché un peu au monde rural, il a touché un peu donc à cette rigidité très souvent donc de la théorie par rapport au plan. Je voudrais savoir, vous qui êtes déjà membre du FEMUIS et que vous avez fait beaucoup pour la femme et la fille, pour vous, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un vrai modèle de développement africain par rapport à la femme et à la fille? Je m'associe avec son Excellence, Monsieur Skouri, sur le fait que même si les chercheurs, les statisticiens, les experts
font un travail colossal pour mettre en œuvre un plan de développement qui va servir l'Union africaine ou l'Afrique pour faire un plan de développement qui touche le milieu citadin et rural. La réalité parfois est tout à fait loin. Et ça, c'est dû peut-être à ce que les parties prenantes ou le bénéficiaire n'est pas associé dans cette stratégie, n'a pas fait il n'a pas mis sa main dans cette élaboration de stratégie. Et ça n'empêche pas qu'il y a un grand effort. Je vais vous ramener à notre cuisine interne au réseau FEMWISE Africa. Là où la pandémie s'est installée en Afrique, et heureusement pour l'Afrique, c'était pas dans le sens que la pandémie a touché vraiment la population, mais c'était, alhamdoulilah, d'une façon un peu atténuée. Mais là, dans notre réseau africain, on a commencé à faire des groupes de travail national, régional et continental. Et on a commencé à faire bouger les associations, le monde civil, les personnes qui travaillent au terrain pour les donner disons, le savoir-faire pour aider la femme, que ce soit, et surtout la femme rurale, pour l'encourager, pour la soutenir dans cette période de pandémie. Heureusement, on a réussi d'une façon excellente à faire bouger tout ce monde-là pour sauver les femmes, les filles qui ont été malheureusement dans cette période de pandémie victimes de la violence basée sur le genre. Malheureusement, et Dieu sait ce qu'il faut faire donc pour une meilleure intégration. Il y aura jamais, c'est certainement un développement africain sans une intégration de la femme, sans une approche genre. Mais il y a aussi la question des jeunes qui se pose. Il y a la question des jeunes qui se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que les politiciens, que les gens dans les bureaux veulent une meilleure implication des jeunes. C'est vrai qu'il y a une volonté, disons, qui est inéluctable pour intégrer les jeunes, mais malheureusement, ça ne tient pas. Dans plusieurs pays africains, moins de 1% des jeunes entrent dans les partis politiques. Moins de 1% des jeunes font en tout cas de la politique dans une institution politique, et ça c'est très lamentable. Et je reviens vers un jeune qui est avec nous, Monsieur Toussaint Manga. Permettez-moi, pardon, mon cher ami, permettez-moi de vous parler de la Tunisie. Ici, les jeunes sont volontairement bénévoles pour aider la société. Et ça, c'est dû au taux de la conscience. Et est-ce qu'on peut parler d'un vrai plan de développement dédié à la jeunesse, dédié au développement de la jeunesse et de son intégration? Merci. Je crois honnêtement que durant cette dernière décennie, les États ont commencé vraiment à donner une place importante à la jeunesse. Et c'est tout à fait normal parce que la jeunesse de cette dernière génération est une jeunesse quand même assez formée. Parmi eux, vous pouvez trouver très tôt de grands cadres. Parce que si on fait un feedback par rapport aux années 80 et aux années 60, les gens n'entraient pas très tôt à l'école. Et que, bon, au niveau bac, licence, déjà vous étiez un cadre. Et ça, on trouvait souvent des personnes âgées. Et puis bon. Mais maintenant, à 25 ans, 23 ans, 24 ans, vous trouvez des jeunes cadres dans les différents domaines. Ce qui fait que de plus en plus, on est en train de responsabiliser les jeunes, d'intégrer les jeunes. Mais par contre, ça, c'est au niveau institutionnel. Maintenant, si vous regardez un peu dans les institutions, un peu partout dans les pays,
les gouvernants intègrent des jeunes, même si c'est insuffisant, ils intègrent les jeunes dans leur politique. Vous commencez à avoir de plus en plus des ministres de la jeunesse jeunes. Il y a même des ministres d'autres domaines qui sont très jeunes. Vous voyez de plus en plus dans les parlements des jeunes qui intègrent les parlements. Ça, c'est le volet institutionnel. Il y a quand même, il y a un peu d'optimisme parce que aussi, les gens, nos gouvernants commencent à comprendre que pour aujourd'hui conquérir le pouvoir ou bien pour se maintenir au pouvoir, vous avez forcément besoin de l'appui des jeunes parce que la population africaine est massivement composée de jeunes. Du point de vue maintenant de l'emploi en tant que tel aussi, par rapport aux autres responsabilités non institutionnelles, les jeunes commencent aujourd'hui à accéder un peu très tôt à l'emploi. Parce que dans le temps, avant qu'on recrute un jeune, on demandait souvent dans les CV, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Mais aujourd'hui, la pédagogie a fait que l'enseignement professionnel est inclus dans les CV. Dans les cursus, de sorte que beaucoup de jeunes, c'est dans l'enseignement même qu'ils ont la chance de pratiquer, ce qui fait qu'ils deviennent opérationnels dès qu'ils finissent. Donc ça, c'est un atout de formation. Les NIT, ceux qui n'ont fait, c'est ce qu'on appelle les NIT. Qui sont dans le système informel. Les NIT, c'est ce qu'on appelle les NIT, qui n'ont ni formation. Voilà. Et aujourd'hui, la solution dans nos États, c'est de permettre à ces jeunes de profiter de formations professionnelles qui leur rendent opérationnels, même dans le métier où ils sont, quel que soit le niveau. Il y a des centres de formation où on peut les mettre pour leur permettre quand même de rendre formel leur emploi. Parce que je donne un exemple très simple. Ici au Sénégal, vous voyez un jeune mécanicien. Il n'a pas la mécanique dans l'école de formation. Il a appris dans le garage d'à côté, au fur et à mesure de l'expérience, il arrive quand même à se débrouiller. Mais ce qu'il faut aujourd'hui avec la nouvelle technologie, il faudrait que ces jeunes puissent bénéficier d'une formation de 1 an ou 2 ans, assorti d'un diplôme qui leur permet après d'avoir un emploi décent, de pouvoir compétir dans d'autres domaines plus ouverts. Donc c'est là. Mais heureusement que déjà dans des économies qui un peu se tiennent, qu'il y a déjà des opportunités de travail et qu'on peut déjà parler. Malheureusement, dans la moyenne, il y a beaucoup de disparités. Donc je vais rebondir rapidement chez Monsieur Ali Abakar Hadji. Monsieur Abakar, je vous ai laissé en dernier, c'était exprès parce que vous êtes déjà notre doyen, vous avez peut-être le plus d'expérience dans toute cette équipe. Et je vous laisse aussi la parole pour nous dire un peu. Monsieur Skori, il a parlé un peu de disparité, il a parlé un peu de monde rural, il a parlé aussi de l'intégration des plans qui sont pas toujours évidents par cause de la non-participation des jeunes, de la société civile, de toutes les autres parties prenantes du social. Madame Salwa qui a parlé aussi de la femme et des jeunes filles, mais elle a dit aussi qu'en Tunisie, il y a fait un grand effort donc des jeunes pour un peu prendre les choses en main. Et vous avez entendu Monsieur Toussaint avec cette voix optimiste et il parlait de ces 10 années dernières que les pays ont fait un effort. Alors, quel bilan faites-vous de tout ça, Monsieur Ali Ababakar, même si je vous demande trop, et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un vrai modèle de développement en Afrique? Activez votre audio, monsieur. Chers amis, j'ai suivi attentivement tous ceux qui ont intervenu à la suite de ma présentation générale. J'ai noté beaucoup des aspects positifs et beaucoup également d'espoir dans ce que nous nous sommes dit. Et avant cela, je voudrais remercier M. Krunger de la Fondation qui a bien voulu partager avec nous cette soirée, qui nous fait énormément de plaisir.
Et là, je voulais commencer par quelques aspects des interventions faites par notre cher collègue, le petit frère Manga du Sénégal. Et il a dit beaucoup de bonnes choses. Et je voulais dire que par rapport à ces préoccupations, il a exprimé une préoccupation tout à fait légitime. Effectivement, il y a souvent un écart dans les textes, de manière générale, les textes législatifs et tous les traités et tous les actes que nous prenons au niveau de la communauté internationale et au plan national, quand on vient à la mise en œuvre de ces textes, ça pose souvent des problèmes, il y a toujours des écarts. Ça, c'est dans toute la communauté internationale, c'est un peu ça. Ce n'est pas seulement propre à l'Afrique. Même les puissances qui ont suffisamment de moyens en ressources humaines, en ressources financières, n'ont pas cette capacité magique de mettre en œuvre toutes les résolutions, tous les grands traités et tous les textes qui sont pris et qui demandent à être mis en œuvre au plan national sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Et je voulais dire une chose par rapport à ce que Madame a dit sur la volonté politique. Vous savez, en Afrique, on dit que le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit par la tête. C'est quand ça commence à se décomposer, ça commence par la tête. Si la tête ne marche pas, alors, qu'est-ce qui va s'en suivre? Effectivement, la volonté politique est la règle d'or. C'est tout ce qu'il faut pour que les choses marchent dans un État, que les choses marchent dans un État. Parce que tout dépend des décideurs politiques. Parce que c'est seuls les décideurs politiques qui disposent des moyens logistiques, qui disposent des moyens budgétaires, qui disposent également de toutes les structures de mise en œuvre des résolutions et des projets, des programmes que nous devons mettre en œuvre dans le cadre de l'agenda 2063. Mais l'agenda 2063 n'a pas de programme, des plans spéciaux, non. Ce sont ces plans, ces programmes nationaux que nous disposons là. C'est ça que nous devons mettre de bout en bout au niveau de chaque pays, au niveau du Sénégal, au niveau du Maroc, au niveau du Tchad. Le tout fait le programme 2063. Par exemple, la route transafricaine, c'est un projet qui a commencé il y a 40 ans, voire même plus. Actuellement, à l'heure où nous parlons, la transsaharienne, qui a fait déjà, qui fait d'abord le Soudan, le port de Khartoum, au port d'Alger, en passant par le Tchad, le Niger, le Mali et l'Algérie, c'est à quel niveau vous le savez? Cette transsaharienne qui a commencé depuis 40 ans est actuellement au niveau du Tchad. Plus précisément, vous quittez le port Khartoum, vous traversez tout le Tchad, vous arrivez au niveau de la sortie Tchad-Niger. Ce tronçon est à peu près 200 km de la frontière du Niger. Et cette liaison va en direction de l'Algérie pour aboutir à la mer Méditerranée. C'est ça la transafricaine. Il y a le projet. Nous avons dans l'agenda 2063, on a parlé de transport continental. On a parlé de la flotte
une flotte unique pour l'Afrique. On a parlé également de TGV, mais c'est des choses, c'est une vision, chers amis, c'est une vision à long terme. Et déjà, on doit se réjouir du train qui doit quitter Dakar pour arriver au Mali, passe par le Niger pour aboutir et qui demande à être exécuté. À être réalisé, bien sûr, et à créer une dynamique et toujours dans le sens de votre intervention et ce que vous disiez est très très important et je rebondis chez Monsieur Skouri. Monsieur Skouri, on parle de grands projets qui ont été un peu déclenchés, mais avec aucune dynamique. Alors, je viens vers vous et vous dis, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une vraie dynamique des collectivités, une vraie dynamique du rural? Est-ce que les pays sont ancrés, est-ce qu'ils ont ce portage de cette dynamique africaine? Oui, je pense que nous devons toujours rester réalistes. La parole est à Monsieur Skouri. Est-ce que vous me permettez de finir par une petite phrase? Oui, allez-y. D'accord. Oui. Allez-y, Monsieur. Donc, par rapport à la même question, je voulais dire tout simplement que ce sont des projets, ce sont des programmes dont l'exécution, la mise en œuvre dépend essentiellement des décideurs politiques. Ouais. C'est la volonté politique des États, des chefs d'État et des gouvernements. Donc, qu'il s'agisse de la promotion des jeunes, qu'il s'agisse de la promotion de la femme, qu'il s'agisse de l'emploi des femmes et des jeunes, qu'il s'agisse de l'éradication de certaines maladies comme la tuberculose, comme le paludisme, tout ça là. Malheureusement, c'est la volonté politique. Au Tchad, il y a une loi qui a été prise pour que les femmes et les hommes soient dans le gouvernement. Et les jeunes, également, ils ont une place de choix dans les institutions nationales. Et une loi est en train d'être votée pour que les jeunes aient un pourcentage au niveau des parlements. Un quota. Oui, bien sûr. Un quota. Oui, un quota également pour que les jeunes puissent s'épanouir, il faut leur trouver des emplois. Comment leur trouver des emplois? Mais il faut une formation en adéquation avec les emplois offerts par les emplois. Et bien sûr, parce que le public ne peut pas embaucher tout le monde. Incitatif aussi de création d'entreprises. Le public ne peut pas tout. Incitatif dans le domaine de la création d'entreprises. Et le Maroc, il a beaucoup fait dans ce sens. La dernière politique donc de création d'entreprises destinées aux jeunes est une belle expérience et peut-être que ça va inspirer nos autres confrères et consoeurs africains. Donc, Monsieur Skouri, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une réelle transformation? Est-ce qu'on peut parler aussi d'une dynamique? Allez-y, Monsieur Skouri. Moi, je crois qu'il faut être un peu le développement en Afrique. Mais soyons honnêtes, nous vivons dans un monde ouvert où les populations sont formées. Elles ont les citoyens aujourd'hui, femmes et au Maroc par exemple, il y a cette discrimination positive qui fait que les jeunes sont représentés au moins par 30 jeunes sur une liste des jeunes et par 60 femmes sur une liste spécifique aux femmes. Donc presque le tiers de la première, le quart de la première chambre au Maroc est composé de jeunes et de femmes qui sont sur ces listes nationales, régionales. Avec la régionalisation, nous avons beaucoup de jeunes maintenant qui apprennent, si vous voulez, à faire de la politique pour que demain, ils aient un sort au niveau national. Donc, moi, je pense qu'il y a une dynamique, puisque votre question tournait autour de la dynamique. Je crois qu'il y a une dynamique et les pouvoirs politiques au niveau des différents pays africains ne peuvent pas faire la sourde oreille, si vous voulez, aux voix qui émergent. L'Afrique a beaucoup de jeunesse et c'est un atout majeur. Mais c'est aussi un risque si cette jeunesse n'est pas formée, si cette jeunesse n'est pas
éduquée, si cette jeunesse n'est pas sanctuarisée et protégée des dérapages et de l'endoctrinement, on peut les voir dans des groupes terroristes et dans l'activisme extrémiste. Et ça, personne n'en veut. Et la question passe par l'éducation. Ne me dites pas que, par exemple, c'est par volonté politique que plus de 9000 écoles ont été fermées du fait du terrorisme dans le Sahel. Par 9000, plus de 9000 écoles ont été fermées du fait justement du terrorisme qui plane autour des régions du Sahel, autour des écoles. Donc, même au niveau sécuritaire, il y a un problème de protection des écoles. Donc, ce n'est pas la volonté, mais beaucoup plus des réalités qui sont là, qui s'imposent un peu au pouvoir public. Et il faut trouver des solutions, justement, de développement qui peuvent permettre de desserrer cet étau, justement, parce que c'est une pression. La famine, la malnutrition, les problèmes de sécurité, les instabilités un peu partout, les problèmes de démocratie interne, les problèmes institutionnels, tout ça, c'est des problématiques qu'il faut effectivement traiter selon les spécificités, je l'ai dit encore tout à l'heure, selon les spécificités de chaque pays, à chaque pays de trouver les mécanismes qui permettent justement d'asseoir cette stabilité dont on a besoin et qui est l'élément primordial. Monsieur Skoury, toute cette dynamique, il nous parle d'une réelle dynamique de développement politique et social avec des quotas. Monsieur Ali Bakar parlait aussi d'une réelle parité homme-femme et d'une future politique donc de quotas. Tout cet engouement, est-ce que ça produit réellement un bénéfice pour les femmes? Est-ce que parce que moi je sais que l'Afrique est un continent matrimonial. Je crois que la parité est dans notre culture quelque part et que c'est pas juste un choix, mais c'est quelque chose que nous avons hérité et c'est une réalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette politique à l'égard de la femme, est-ce qu'elle est vraiment une politique d'intégration? Est-ce qu'il y a un réel bénéfice pour les femmes? J'appuie votre idée dans le sens que il y a des textes législatifs, des lois qui sont faites pour appuyer le rôle des femmes et associatives et pour l'intégration des femmes dans son rôle en tant qu'acteur bénéficiaire et dans la vie politique. Les règles ont changé les mentalités qui sont dites. Vous savez très bien qu'il y a des sociétés dans l'Afrique, je parle là, l'Afrique, la région musulmane, la région arabe, il y a un peu, je parle pas de la Tunisie. La Tunisie, ça fait depuis l'Habib Bourguiba, depuis 1956, il a toujours appuyé la femme. Mais je parle d'autres pays. Je parle pas aussi dans le contexte je parle plutôt dans le contexte de l'émancipation de la femme en tant que homme qui appuie la femme. C'est pas en tant que la femme qui va chercher à s'imposer. Et là, si la mentalité change, si les textes sont là, vous trouvez que la femme va donner beaucoup d'ajout dans cet visage politique. Mais est-ce que les textes législatifs seuls ne peuvent pas créer une espèce de passivité chez la femme? Est-ce que vous pensez pas aussi que ces règles et ces lois doivent être arrachées par les femmes par un réel militantisme politique? La femme africaine est militante dès son premier jour de naissance, cher ami. Elle va l'arracher. Elle a arraché, elle va encore arracher. Très bien. Et là, je reviens vers Monsieur Manga, tout ça. Monsieur Manga, tout ça. Est-ce que cette dynamique dont a parlé Monsieur Skoury et tout cet arsenal politique dont parlait Madame Sewa, est-ce que ça crée une vraie motivation chez la jeunesse? Je rappelle que vous êtes
vice-président du caucus jeunesse au niveau du Parlement panafricain. Allez-y, monsieur Toussaint. Oui, les jeunes sont de plus en plus motivés et prennent conscience du rôle qu'ils peuvent apporter dans les politiques publiques au niveau de leurs pays respectifs. Et si vous voyez un peu, les jeunes refusent de jouer le rôle qui leur était assigné dans le passé en politique. Dans le passé en politique, les jeunes, on avait besoin d'eux pour les rassemblements, les grands meetings, on avait besoin d'eux pour faire des affichages, vraiment tout le travail actif, on avait besoin d'eux pour ça. Mais quand il s'agissait de responsabiliser, on ne le responsabilisait pas. Aujourd'hui, les jeunes ont pris conscience qu'un jeune peut, au lieu d'être se limiter seulement dans un parti politique, ou il se limiter seulement en tant que responsable des jeunes, vous voyez des jeunes qui commencent à prendre de grandes responsabilités dans les partis politiques. Et j'appuie la position de l'honorable Ali, comme il l'a dit au Tchad, je pense qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour que les jeunes puissent avoir un quota au sein des postes électifs. Et cette même dynamique est aussi développé au Sénégal, où les jeunes de tous les partis politiques, opposition comme pouvoir, sont réunis, ont travaillé sur une proposition de loi qui donnerait au minimum 30% de postes électifs au sein des institutions. Maintenant, le projet a été donné déjà au président. Ce qui est sûr, c'est pas facile, mais non seulement au niveau de l'institution, mais il a été demandé que même dans les partis politiques, les autres organismes, qu'il y ait un quota qui est réservé au minimum de 30% réservé aux jeunes. Cependant, vous comprenez aussi que nous avions trouvé une tradition qui est là. Vous savez un peu, surtout en Afrique subsaharienne, dès que tu es jeune, on te dit non, attends, ton heure viendra, tu es jeune, vous là, attendez. Mais aujourd'hui, les jeunes bousculent encore. Tu es trop pressé. les jeunes bousculent vraiment et le cadre qui a été formé a décidé qu'aux prochaines élections, si les partis politiques ne mettent pas dans leur programme l'insertion, cette part réservée aux jeunes, ils demanderont aux jeunes de ne pas voter pour ces partis politiques. Et c'est là, bon, pour les femmes, je ne viendrai pas, tel qu'a développé Mme Saloua. Au Sénégal, nous sommes déjà dans la parité, mais il reste, comme vous l'aviez dit, la parité, c'est pour un peu réglementer. Mais les jeunes, on a parlé de parité, mais moi, ce que je veux vraiment, mais les jeunes ont besoin d'une situation économique. Tous les jeunes que moi, en tout cas, la plupart des jeunes que moi je connais, il y a toujours ce problème d'ascenseur social. On dit que tous les jeunes disent que l'ascenseur social, il est en panne quelque part, monsieur Toussaint. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Vous savez, j'avais développé dans un premier temps qu'il fallait former les jeunes aussi bien que sur le plan académique, dans l'enseignement supérieur. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver au niveau de l'enseignement supérieur, de les faire bénéficier de formation professionnelle. Maintenant, lorsqu'un jeune formation professionnelle, formation académique, le grand travail qui reste à faire, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat soutenu par d'autres partenaires financiers. Monsieur Stéphane, vous êtes aussi un expert de l'Afrique. Vous connaissez un peu l'Afrique et vous êtes développé aussi en Afrique et vous gérez maintenant au Maroc une grande institution allemande, amie du Maroc, amie de l'Afrique. Alors, que pensez-vous de ce qu'a dit Monsieur Toussaint et quel bilan faites-vous de la politique de l'emploi en Afrique? Ces jeunes-là n'ont pas juste besoin d'être représentés ou d'être présents dans des institutions politiques, ils ont aussi besoin d'un emploi. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a une réelle politique de l'emploi pour les jeunes en Afrique? Bon, c'est vraiment un des plus grands défis, je pense, dans tous les pays, en Afrique, en Europe. Hein, si je vois les taux de chômage de la jeunesse en Espagne, c'est aussi pas très optimiste. Même en Allemagne, il y a des difficultés. Donc,
c'est un défi très difficile parce que nous avons plusieurs réalités. Donc, nous avons le marché le secteur informel, on a les systèmes éducatifs qui sont vraiment différents. On a les écoles privées, les écoles étatiques, etc. On a la migration, donc on a une mobilité énorme qui est aussi défi pour les politiques d'emploi. Je parle de brain drain, donc la fuite des cerveaux. Mais ce que je peux vraiment, ce que nous souhaite ou ce que je peux vraiment souhaiter et de voir sur une intégration et trouver des solutions africaines, parce que les défis sont pas nationaux, ils s'arrêtent pas aux frontières. Donc il faut voir un peu ce qui se passe en Europe, là où ils sont en train, et c'est pas facile parce qu'il faut trouver vraiment une base commune, mais vraiment si je parle de la digitalisation, donc comment on peut trouver des solutions sur le niveau national. Donc ça, je peux dire une intégration, une solution, des solutions africaines. Oui. Alors, il y a apparemment une vraie volonté politique. Il y a aussi la jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui est demandée un peu partout. On a vu dernièrement, on a parlé dans le quatrième mois du Nord, si vous vous rappelez, Stéphane, on a parlé un peu de la politique allemande aussi de recrutement. L'Allemagne elle demande beaucoup de ressources humaines dernièrement, et il y a cet engouement. Et moi j'ai vu, de par mon expertise et mon vécu, j'ai vu qu'il y a plein de jeunes qui cherchent aussi à immigrer. Rapidement, donc je veux pas y aller beaucoup dans ce sens de l'immigration, mais est-ce que vous pensez est-ce que c'est juste une question d'attractivité? Est-ce que l'Afrique n'est pas attractive? Est-ce que c'est juste une question d'attractivité ou c'est un refoulement, c'est un refus? Comment vous voyez-vous cet engouement vers l'immigration des jeunes et surtout dernièrement en Allemagne? Bien sûr, les difficultés ou la Suède est créée par des taux de salaire différents. Donc quelqu'un qui travaille, qui disons à McDonald's en Allemagne peut gagner plus qu'un professeur dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Salaire cause par exemple des problèmes. Mais c'est pas, je pense, c'est pas facile à dire. Ce sont les seules raisons. Donc, il y a des facteurs push et des facteurs pull pour les migrations. Donc, c'est pas seulement les questions des salaires ou le niveau des salaires ou les questions des systèmes sociaux. Ce sont, je pense, plusieurs raisons, mais bien sûr, j'ai visité beaucoup des universités en Afrique subsaharienne. J'étais surtout pendant ma carrière, par exemple, en RDC au Congo. J'ai vu les bibliothèques, l'équipement technique dans une université publique. Bien sûr, c'est difficile de faire des études et de trouver. Donc, je comprends la frustration et nous avons un collègue du Sénégal ici. Là, il y a un des meilleures universités. Si une pression d'une jeune population qui est très forte et qui sont aussi donc chaque année, il y a plus de jeunes sur les marchés de travail, sur les universités, etc. Donc, ça cause des stress, des problèmes. Donc, voilà. Mais je vois le député du Maroc qui Oui. Alors, Monsieur Sekouri, vous voulez dire quelque chose? Oui. Je voulais juste rebondir sur la question, puisque tu as parlé des problèmes d'attractivité, des conditions un peu qui permettent de garder les cadres et les compétences dont on dispose. Effectivement, c'est un réel problème. Nous avons des migrations, bien sûr, illégales,
qui connaissent un peu les traitements que vous connaissez. Le Maroc, d'ailleurs, a pris une initiative pour l'insertion de ces migrants. Mais je voulais juste surtout parler de ces cerveaux qui vont justement ailleurs, qui sont formés dans d'autres pays. Et la meilleure illustration, ça a été justement durant la pandémie. En France, par exemple, vous avez la visite de Monsieur Macron chez Raoul, chez le docteur Raoul. Et quand il a demandé qu'ils ne viennent pas, tout simplement parce que souvent, il n'y a pas les conditions de travail nécessaires. Oui, l'Afrique est un peu ailleurs aussi. Monsieur, je reviens chez notre honorable monsieur Adji. Adji, ce qui ressort de nos extrêmement honorables députés, c'est que il y a une demande sociale qui est très accrue, mais il y a quelque part une espèce de frustration. Les choses ne viennent pas rapidement. Comme on dit, doucement, ça va venir, etc. Est-ce que ces citoyens peuvent être actifs? Est-ce qu'ils peuvent adhérer à la mise en œuvre des politiques publiques, privées et associatives et autres? Et est-ce que vous pensez qu'il y a moyen maintenant de mobiliser ces citoyens autour de tout cela? Je n'ai pas très bien compris votre question. Alors ma question est, nous avons une certaine frustration de la jeunesse africaine. Les jeunes demandent du travail, il y a des taux de chômage qui grimpent, mais aujourd'hui les politiques ont besoin d'une vraie participation sociale, une vraie participation de la société civile, des jeunes, des startups, des jeunes entreprises. Est-ce qu'il y a moyen de les mobiliser et comment le faire? Comment mobiliser les gens autour des objectifs communs pour la mise en place des programmes africains? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de frustration au niveau des jeunes quant à l'emploi, quant à l'embauche. Les jeunes ont dit qu'ils ont été discriminés, ils ont été écartés. C'est vrai, dans une certaine mesure, c'est une réalité. Dans la mesure où il y a une mauvaise gouvernance qui fait que nos ressources financières, nos ressources budgétaires ne sont pas consacrées essentiellement au social. Parce que dans nos propres budgets, nous disons qu'il faut tel pourcentage à la santé, tel pourcentage à l'éducation, mais nous n'arrivons pas à atteindre ces pourcentages. Et je vous dis sincèrement que, comme M. Sekouri l'avait dit, il y a beaucoup d'aléas climatiques, il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Et la plupart des moyens, des ressources financières vont dans l'armée, comme vous le dites la vérité. Et dans, je ne sais pas, au Maghreb, mais dans l'Afrique subsaharienne, le problème de sécurité, le problème d'insécurité, les conflits armés nous soutirent la presque quasi-totalité de nos ressources financières. Je prends le cas du terrorisme dans le Sahel. Aujourd'hui, c'est nous qui votons le budget. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre en œuvre tous les programmes budgétaires parce que il y a quelque part la guerre contre le terrorisme dans le Sahel, la guerre contre le terrorisme dans le Grand Sahara, ainsi de suite, et nous mobilisons toutes nos ressources financières dans ces conflits qui durent bientôt presque 2 décennies. Voyez-vous? Donc, lorsque nous disons que les jeunes n'arrivent pas à occuper leur place, c'est pas par
le manque de volonté politique. Non. C'est parce que, comme M. Sekou a dit, il y a les problèmes propres à cette Afrique qui connaît des aléas de toutes sortes, des aléas climatiques, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, la guerre civile, tout et tout. Donc, aujourd'hui, je voulais vous annoncer la très bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que le gouvernement du Tchad a décidé de recruter à la fonction publique tchadienne 20 000 jeunes. 20 000 jeunes d'ici à la fin de cette année 2020. Après avoir recruté 1800 jeunes du secteur de la santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, on vient de boucler le recrutement de 1800 jeunes dans le cadre de la santé. Et nous entamons maintenant le recrutement de 20 000 jeunes dans la fonction publique d'ici à décembre 2020. Donc voilà, lorsque j'ai parlé de la volonté politique, voilà une volonté politique qui s'est manifestée concrètement pour que la souffrance, pour que les jeunes soient mis à l'abri des problèmes sociaux. Et voyez-vous, lorsqu'il y a des manifestations populaires, comme le petit frère Manga l'a dit, il n'y a que des jeunes. Les 90% des manifestants, c'est des jeunes. 90% c'est des jeunes. Et les jeunes, les femmes constituent, comme nous disions, c'est l'épine dorsale de tout un État, de tout État africain. Alors, pour conclure, je voulais dire que nous sommes dans l'agenda 2063, c'est une vision, c'est des projets, c'est des programmes qui sont conçus à long terme. Comme on avait dit, c'est l'Afrique que nous voulons. Ce n'est pas en 2 décennies, en 3 décennies. Et il faut donner du temps au temps pour qu'on puisse arriver à réaliser ces projets. Ces projets qui ont d'ailleurs pris du temps et qui ont commencé dans le cadre des communautés économiques régionales. Par exemple, je vais parler de l'électricité. L'électricité en Afrique pose énormément de problèmes. Quand il y a un problème d'électricité, il y a également un problème d'eau. Quand il y a un problème d'eau potable, nous avons également un problème d'Internet. Tant qu'on n'a pas ces éléments vitaux, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'Internet, comment on peut évoluer? Il vous souviendra que nous avons souvent parlé du projet Inca de la RDC, où il faudrait mobiliser, je crois, une quarantaine de milliards de dollars pour produire de l'électricité pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. En Afrique, il y a toutes les ressources. On a le soleil, on a le vent. Toutes les ressources électriques sont là, sont disponibles. Mais on n'arrive pas à les exploiter. On n'arrive pas à mettre à la disposition de la population. Donc, pour vous dire que ces projets, effectivement, c'est des projets à long terme. Lorsque nous parlions d'une flotte commune aérienne, lorsque nous parlons de TGV, les gens vont dire que vous rêvez. Et c'est possible. C'est possible avec surtout le travail.
Et tant que nous n'arrivons pas à résoudre le problème de la bonne gouvernance, tant que nous n'arrivons pas à arrêter l'hémorragie financière de nos trésors, à travers la corruption, à travers le détournement des deniers publics, tant que nous n'arrivons pas à maîtriser la gouvernance, surtout la gouvernance politique, mais le reste va poser problème. Donc, nous avons encore la chance, puisque ce sont nos dirigeants qui ont pris la mesure des problèmes africains qui sont posés à l'issue de la cinquantenaire de l'organisation panafricaine. Donc, ils se sont rendus compte qu'on a erré pendant 50 ans. On a erré dans la misère, dans la pauvreté. Donc, ils se sont dit qu'on doit arrêter cela. Si les chefs d'État disent qu'on doit arrêter, ils peuvent l'arrêter. Et il faut également l'adhésion de tout le monde, de tous les Africains, comme on a dit. Les jeunes, les femmes, la société civile, la diaspora, les gouvernants, les acteurs étatiques, non étatiques, tout ce monde-là doit concourir à ces objectifs communs que nos dirigeants se sont fixés. Donc, il n'est pas impossible que l'Afrique arrive à se hisser à ce niveau de développement pour être fréquentable économiquement et socialement. Et un développement économique et social nécessite aussi, et moi je parle sous l'autorité aussi du programme de l'agenda 2063, c'est aussi une ruée vers une espèce de développement sans pour autant s'enfoncer plus dans des phénomènes tels que la dépendance financière, la communauté internationale. Mais aujourd'hui, il y a une nécessité de travailler, de collaborer avec tout le monde. Il y a beaucoup d'organisations qui font beaucoup de belles choses aussi, donc au Maroc et en Afrique. Quel bilan en faites-vous et comment ces organisations internationales peuvent aider dans le développement d'une meilleure implication du citoyen? Merci. Je voudrais juste ajouter quelques mots à ce que vient de dire notre ami Ali Abakar. En ce qui concerne effectivement, c'est la jeunesse qui est effectivement le véritable capital de toute nation et qui est le véritable défi de l'avenir, surtout de l'Afrique. Surtout de l'Afrique, là où il y a toute la population pratiquement sera jeune dans quelques décennies. Mais cette jeunesse, effectivement, il faut lui assurer un minimum vital. Il faut qu'elle accède au service minimum, au service public de base, qu'elle soit intégrée dans la gestion de la chose publique, dans la prise de décision, parce que ces jeunes doivent apprendre aussi il faut intégrer la dynamique. Le temps nous manque. De toute façon, moi, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps et je crois qu'il faut trouver les mécanismes, d'autres mécanismes d'accélération un peu du processus de formation des gens. Nous avons aujourd'hui, on a vécu, par exemple, du fait de la pandémie, Covid-19, on a été obligé de faire du téléenseignement, de l'enseignement à distance via les technologies modernes. On a été aussi obligé de faire quelque part un peu de télémédecine. Moi, je crois que c'est des créneaux très, très porteurs et très, très importants qui peuvent justement servir de développement, notamment dans les zones éloignées, dans les zones enclavées. On va revenir sur ce point de digitalisation dans le troisième axe, Monsieur Skoury. D'accord. Si vous permettez. Donc, en ce qui concerne, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de défis quand on parle de développement en Afrique, et il y a aussi beaucoup de besoins, et beaucoup de besoins en termes de financement. Et ces parties prenantes, quel est leur rôle réellement aujourd'hui? Il y a tout à l'heure beaucoup de nos confrères et consoeurs ont parlé de
du rôle des parties prenantes sociales, mais il y a aussi une autre partie prenante et qui a une vraie influence sur le développement en Afrique. Quel est aujourd'hui son rôle, Monsieur Skouri? Je crois que les organisations internationales ont un rôle très, très important et elles jouent, il y en a plusieurs qui jouent un rôle très, très important. Il y a, si on veut parler un peu de toutes les problématiques, parce qu'on a parlé de gouvernance, on a parlé de politique, donc il y a l'ONU, bien sûr, il y a le Conseil de sécurité qui assure un peu cette régulation des conflits, ou du moins qui essaie de régler un peu les problèmes de sécurité qui ont un impact, et M. Manga le disait tout à l'heure, qui ont un impact réel sur le développement et sur la stabilité des nations. Il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, effectivement, la Banque mondiale et le FMI qui apportent des aides et surtout des prêts aux différentes nations africaines. Il y a la FAO qui a été dirigée par un Sénégalais dont nous sommes fiers pendant plus de, je crois, de 30 ans, si ma mémoire est bonne, et qui a fait énormément de choses par rapport à la promotion de l'agriculture au niveau des pays africains, au niveau des techniques. Il a apporté, il a fait élaborer des guides, des documents pédagogiques qui permettent justement aux agriculteurs d'avancer dans le développement de leur culture. Il y a le PNUD aussi à travers il ne faut pas oublier les objectifs du millénaire de développement qui a été relayé par les ODD, les objectifs de développement durable, qui apportent Monsieur Diouf qui nous a quittés en 2019 d'ailleurs, qui chapeautait le FAO. Oui, absolument. Les ODD aussi qui apportent pas seulement, ils apportent la vision, mais ils apportent aussi les moyens de financement et ils suivent, ils sont très regardants sur la mise en œuvre de ces objectifs qui donnent des résultats qui sont appréciables. Mais on n'a pas bien vu la logique derrière les ODD avec l'agenda 2030 qui prévoyait vraiment beaucoup d'objectifs qui sont extrêmement importants, mais vous pensez pas que quelque part cette politique de quelques organisations internationales, elle pousse un peu de ces organismes, nous sommes censés être là au moment où la discussion se fait, mais quand il y a des objectifs de développement, moi je suis preneur parce que il y a, je crois, des projets qui sont très très importants par rapport aux populations dans la proximité. Et ça, il ne faut pas le nier. Il y a l'UNESCO aussi qui apporte énormément de choses en matière d'éducation et de l'enfant, de la femme, et qui est qui est présent depuis longtemps dans les pays africains. Il y a aussi l'organisation internationale du travail qui nous donne des statistiques de savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'emploi des jeunes et nous donne justement des statistiques pertinentes. Au niveau régional, puisque international, c'est un dossier régional. Il y a bien sûr l'OIA relayé par l'Union africaine qui ne serait-ce que l'agenda 2063 qui est très important et qui augure d'un avenir très prospère si on arrive à le mettre en œuvre. Mais il y a si vous voulez, toutes les organisations internationales, mais régionales, des ensembles régionaux africains qui jouent un rôle très, très important. Comme le CEDEAO, et je vous pique là pour aller chez Monsieur Manga. Monsieur Manga, là-bas, il y a là-bas. Il y a l'Union européenne. Monsieur Manga. Monsieur Stéphane, il y a l'Union européenne. On reviendra, si vous voulez, là-dessus tout à l'heure. D'accord. On reviendra là-dessus. Monsieur Manga, Monsieur Skouri parlait un peu des organisations internationales, mais aussi des organisations africaines, régionales. Vous êtes membre du Parlement panafricain. Quel rôle aujourd'hui jouerait l'Union africaine dans l'émancipation des Africains? Est-ce que l'Union africaine aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité pragmatique? Est-ce que ce sont des
des résolutions que nous trouvons sur le terrain. Quel est le rôle de l'Union africaine aujourd'hui, Monsieur Manga? L'Union africaine, nombre de projets politiques pour le continent. Mais cependant, il faut dire que il y a beaucoup à faire. Il reste beaucoup parce que, d'abord, mon premier problème par rapport à l'Union africaine est que nous ne pouvons pas avoir une organisation continentale qui n'arrive pas à boucler son propre budget. Dans le financement de l'Union africaine, une partie vient du financement de l'Union européenne. C'est pas normal d'abord. Cela veut dire que nous ne sommes pas encore prêts à prendre en charge nos problèmes. Ça, c'est de un. Deuxièmement, si vous suivez un peu les protocoles et les chartes que l'Union africaine a adoptées et que vous allez dans les pays respectifs pour voir si ces protocoles ont été ratifiés ou adoptés par les pays membres de l'Union africaine, vous verrez qu'il y a une grande différence. Les chefs d'État non gouvernants vont à l'Union africaine, prennent des résolutions et au moment où le document arrive dans leurs pays respectifs, ils ne les signent pas. Donc, il y a un frein entre ce qui est décidé au niveau de l'Union africaine et la volonté respective des États au niveau local. Et ça, c'est un grand problème. On ne peut pas avancer comme ça. Parce que si nous trouvons des difficultés pareilles, l'exemple que je vais donner aujourd'hui dans le cas du Parlement panafricain, il y a le protocole de Malabo qui a un peu articulé le Parlement panafricain. Ce protocole a été signé et décidé au niveau de l'Union africaine. Et il a été demandé au chef d'État de ratifier le protocole du Parlement panafricain. Et je vous assure, on est seulement à 15 pays qui ont ratifié sur les 55. Bon, 55 on était 54 avec le Maroc qui est maintenant dans le Parlement panafricain. Donc, vous voyez un peu ce que les chefs d'État ont voulu faire du Parlement panafricain au niveau de l'Union africaine. Et ce qui, en réalité, dans leur pays, ils n'acceptent pas de signer ce protocole du Parlement. C'est ce déphasage-là qui me cause problème par rapport au fonctionnement de nos institutions. Ça, c'est au niveau africain. Maintenant, au niveau international, le problème qu'on a souvent au niveau international est que les priorités des institutions internationales ne sont pas réellement nos priorités intérieures dans le pays. Elles ne sont pas les mêmes. Les projets de développement vous orientent un peu sur les projets qu'ils pensent être un projet. Or, parfois, il se trouve, et dans la plupart des cas d'ailleurs, que les axes définis par ces institutions internationales ne sont pas réellement, nos priorités dans nos pays respectifs. Et lorsque vous êtes sur les orientations qui vous sont proposées et que vous voulez changer d'orientation par rapport à vos besoins réels et pressants, il y a souvent un conflit parce que les institutions n'acceptent pas que vous puissiez avoir des objectifs autres que les objectifs que nous avions. Et c'est ça le problème. Et j'estime qu'il faudrait, par rapport aux institutions internationales, de prendre le soin de discuter avec les États selon leurs priorités et de définir les axes de partenariat en rapport avec les objectifs que le pays bénéficiaire a défini elle-même. Voici un peu quelques deux difficultés que je voudrais signaler par rapport aux organismes internationaux. Monsieur Stéphane, est-ce que vous voulez réagir par rapport à Monsieur Toussaint? Oui, bien sûr. Il y a toujours les défis j'ai aussi travaillé avec l'Union africaine et bien sûr, il y a toujours les défis. C'est une organisation qui représente plus de 50 pays, donc je pense on a juste commencé l'Union africaine, donc je comprends très bien les points. Mais si je prends les expériences au niveau de l'Union européenne, qui est avec une histoire la plus longue, donc l'Union européenne a commencé après la Deuxième Guerre mondiale avec toutes les expériences, etc., comme un des premiers projets
pour l'intégration des plusieurs États et nous savons avec Brexit et les autres difficultés que nous avons, les problèmes avec comment on a réagi avec la crise COVID-19, avant les questions de la migration, etc., que même en Europe et l'Union européenne n'a pas trouvé toujours une bonne solution concernant les défis internationaux et régionaux. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec Monsieur Toussaint. Ok, donc je vais chez Madame Salwa. Madame Salwa, vous êtes membre du FEMWIS et le FEMWIS est un organisme qui travaille aussi avec l'Union africaine. Et quel rôle aujourd'hui vous jouez dans moi, ce que je vois d'un membre du Parlement africain, Monsieur Toussaint, tous les mots avec X dont il parlait, c'est-à-dire une dépendance financière des autres institutions internationales. Si on ne suit pas les directives des organismes internationaux, on risque un peu d'entrer dans des conflits d'intérêts, si j'ose dire. Le FOMUIS, il a aussi un rôle de lobbying, de communication politique avec l'Union africaine. Que fait réellement le FEMUIS par rapport à ce domaine? Je reviens à l'idée de Monsieur Manga. Concernant notre réseau de femmes médiatrices FemWise Africa, on n'a pas vraiment les mêmes problèmes. On était soutenu par le PNUD, par l'ONU, par la CMA et par beaucoup d'organisations, par l'Union européenne aussi, par le réseau de femmes médiatrices de la Finlande, de Suède, de Danemark, mais c'était toujours dans la même approche, l'approche africaine. Il n'y avait pas d'influence sur nos projets, sur nos programmes, sur notre stratégie, ni sur notre vision. C'était une vision purement africaine. On a travaillé dans l'indépendance, on a bien négocié nos contrats, nos projets, et c'était toujours avec, que ce soit l'Union européenne ou l'ONU ou n'importe quelle organisation, dans la complicité, dans l'esprit de la complicité. Donc, c'est différent là. C'est un organisme de l'Union africaine qui travaille dans l'esprit de coopération et de l'indépendance. Alors, monsieur Ali, honorable Ali Hadji, vous avez parlé tout à l'heure du gâteau. Vous avez dit que le gâteau n'est pas assez grand pour tout le monde et c'est normal. Les organisations internationales, elles aident aussi au développement économique et social. Comment vous voyez un peu l'implication de ces organisations? Est-ce que vous voyez aussi une Afrique indépendante un peu du financement international, mais où, bien sûr, est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que le partenariat Afrique, en tout cas organisation internationale, n'est pas une nécessité même dans le futur? Merci. Moi, je soutiendrai en partie l'affirmation faite par Donald Toussaint, selon laquelle l'aide internationale a toujours été liée. Ça, c'est un fait que nous avons vécu personnellement sur le terrain. Ça, c'est incontestable. Et le plus souvent, les projets de développement financés par les organisations internationales, qu'il s'agisse du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, les projets ne sont pas exécutés tels que voulus par les gouvernants, tels que voulus par les populations bénéficiaires. Ça, je peux en citer beaucoup de cas. Et je vous parlerai de l'aménagement des polders du lac Tchad, qui a englouti plus d'une centaine de milliards à nos jours.
Et ces financements sont effectués par, justement, les organisations financières internationales. L'aide publique au développement a toujours été liée. Et j'affirme que nous avons eu à visiter ces chantiers. Nous avons eu à visiter ce qui a été fait sur le terrain. Et malheureusement, l'aide étant liée, ces organisations financières vous demandent d'acheter tel nombre de 4x4. On vous dit qu'il y a des missions d'évaluation sur le terrain, des missions à l'extérieur. Au finish, et les financements sont engloutis par d'autres charges. Ce n'est pas le terrain, effectivement, qui se voit investir la totalité ou bien la bonne partie du financement. Ça, c'est des phénomènes réels que nous avons vécus il y a bientôt 20 ans, voire 24 ans. Je vais parler effectivement encore par rapport à ce que notre professeur a dit, les financements internationaux n'ont pas avancé l'Afrique. Ça, c'est certain. Pourquoi j'ai dit cela? Ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé tout simplement parce que les réalités du terrain, les problèmes des populations tels que vécus ne sont pas perçus de la même manière par ces organisations. Et on a l'impression qu'il y a un gouffre financier. Or, on met l'argent là où il n'a pas été nécessaire. Destiné. On vous dit de produire, par exemple, 1000 hectares. 1000 hectares de terrain pour la production maraîchère. Mais à côté, il n'y a pas un marché. À côté, il n'y a pas une route. Comment vous allez produire? Vous allez produire pour exporter comment? Étant entendu qu'il n'y a pas de l'électricité pour, n'est-ce pas, ces produits qui doivent vraiment être pourris dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et ça, ce n'est pas les gouvernants, c'est des choses parfois imposées. Ça, nous l'avons vécu. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit que l'aide publique au développement n'a pas du tout fait avancer. Et justement, quand vous regardez l'agenda 2063, on ne parle pas beaucoup de l'aide extérieure. On parle des financements propres, des financements internes. On ne parle pas beaucoup des FMI, on ne parle pas beaucoup des autres, des grandes institutions internationales. À la limite, on parle de la Banque africaine de développement. Et puis c'est tout. Vous allez remarquer cela, et j'espère que vous avez déjà remarqué cela. Et donc, si on comprend l'agenda 2063, sa mise en œuvre dépend essentiellement de nos propres ressources. Et nous avons les ressources. Nous avons des ressources africaines. Et ces ressources ne sont pas utilisées à bon escient. Je disais tantôt, des milliards qui se volatilisent à travers la corruption, à travers le détournement.
Et on revient à la bonne gouvernance. Si on ne fait pas la bonne gouvernance, que ce soit les institutions financières internationales, que ce soit les moyens budgétaires propres aux États, dans tous les cas, il y aura des malversations. Dans tous les cas, on ne pourrait pas arriver effectivement à la mise en œuvre de ces projets tels que nous le voulons et au temps imparti. Donc, pour me résumer, je voulais dire tout simplement que dans cette machine de mise en œuvre de l'agenda 2063, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte pour arriver à la réalisation de ces nobles objectifs que nos dirigeants se sont donnés. Et nous pouvons tout simplement dire que le temps va encore courir parce que c'est des projets, des grands projets qui nécessitent suffisamment du temps et suffisamment de moyens. Et on ne peut pas, par un coup de baguette magique, faire changer l'Afrique en 20 ans, 30 ans. C'est impossible parce que nous venons de très loin. L'Afrique vient de très loin. On a connu l'esclavage, on a connu la traite négrière, on a connu la colonisation et nous connaissons maintenant la domination. Donc nous venons de très loin, j'espère. Et on n'a profité d'aucune guerre ni d'aucune révolution économique ni industrielle. Non, s'il y a une révolution, c'est la révolution guerrière. Nous avons connu des révolutions guerrières. Nous avons connu des révolutions guerrières parce que d'abord, les colons étaient là, on s'est bagarré. Après son départ, on s'est bagarré. Le Tchad, par exemple, a connu près de 40 ans de guerre civiles. Il y a beaucoup d'États africains comme ça, ce n'est pas seulement le Tchad. Il y en a d'autres, des dizaines et des dizaines. Et nous avons connu des coups d'État. C'est quoi un coup d'État? Un coup d'État, n'est-ce pas? C'est la remise en cause totale de tous les gouvernants qui existent, de tout ce qui est administration. Ce n'est pas seulement les ministres qui parlent. Oui, les coups d'État ne sont pas arrêtés. On vient de connaître il y a tout récemment des coups d'État. Et Dieu sait ce que représente une guerre civile pour le futur des pays. Et nous connaissons ce que c'est une guerre civile. Ouais, j'ai vécu 9 mois de guerre civile dans la capitale du Tchad. J'ai vécu dans ma chair et dans mes os. Donc, pour ceux qui n'ont pas vécu ces problèmes, pour ceux qui n'en connaissent pas, mais ils pensent que c'est facile. Pas facile. C'est pas seulement les aléas climatiques, c'est pas seulement les changements climatiques. Ce n'est pas encore la sécheresse. C'est pas ça. C'est encore pire. Le terrorisme, c'est même rien par rapport à la guerre civile. C'est la déconstruction identitaire. Oui. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On a connu des États néants en Afrique. On a connu des États néants. Donc, alors, c'est carrément de la déconstruction identitaire, déconstruction des valeurs. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et Dieu sait combien de frères africains vivent là-bas. J'espère que les choses vont se remettre dans l'ordre. Donc, avec votre permission, honorable Monsieur Ali, je vais rebondir chez Monsieur Stephen Kroger. Monsieur Stephen, il y a eu un retard considérable. Tout à l'heure, notre doyen, Monsieur Ali Hadji, disait que l'Afrique venait de loin, mais il y a aussi un retard dans pas mal de secteurs agricoles. Moi, j'ai entendu Monsieur Toussaint parler dernièrement dans l'Assemblée générale et comment l'agriculture au Sénégal devait se mécaniser, se digitaliser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la digitalisation, à l'instar de ce qu'elle a produit dans les autres pays, pourrait aider un peu l'Afrique? Et quels sont à votre sens les moyens les plus rapides pour essayer de donner à l'Afrique cette occasion de
cette occasion de digitaliser son économie? Est-ce que c'est une vraie rentabilité pour l'Afrique? Allez-y, monsieur Stéphane. Merci beaucoup. Brièvement, oui, la digitalisation, la automatisation donne beaucoup de chances pour le continent africain. Malheureusement, il y a pas le collègue de Rwanda, mais là, il y a vraiment beaucoup des avances dans la technologie des drones. Par exemple, l'utilisation des M-Pesa au Kenya, ce sont des exemples où la technologie est bien avancée en Afrique, même plus vite qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc, ça donne beaucoup des chances. Il y a beaucoup des experts sur des ingénieurs, des experts, des jeunes au Nigeria, ici au Maroc, dans tous les pays en Afrique qui ont bien avancé dans les nouvelles technologies concernant la digitalisation et l'automatisation. Ce que je pense il faut faire, et maintenant je vais juste mentionner l'importance aussi de trouver des solutions africaines et pas seulement des solutions nationales, c'est comment à régler les questions. Donc, en fait, nous avons fait une étude en Afrique subsaharienne sur l'automatisation et bien sûr, toutes les questions, par exemple, comment charger les impôts sur les robots et ou les machines, etc., sont des questions que nous n'avons pas encore répondues. L'autre question et difficulté est aussi, il y a beaucoup des forces, donc ça veut dire des jeunes qui veulent travailler et pas tout le monde peut être quelqu'un qui travaille avec un ordinateur. Donc voilà, donc il y a toujours des choses à régler et comment à faire. Mais je pense si je vois les potentiels et la nécessité aussi, c'est un des chances les plus énormes pour l'Afrique, pour tout le continent. Donc, mais vraiment, il faut trouver des solutions africaines et pas seulement nationales. Super. Donc, vous avez dit que Monsieur Parfait du Rwanda n'était pas là. Il vient de nous joindre à l'instant. Monsieur Parfait, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez activer votre audio, Monsieur Parfait? Oui, il est activé. On vous voit pas. Est-ce que vous pouvez activer votre vidéo, s'il vous plaît? Ah, voilà, on vous voit, Monsieur Pré. Donc malheureusement, on va pas pouvoir revenir sur tout ça. Je sais que vous étiez très occupé dans toute cette mission donc de rapatriement des Rwandais à l'étranger. Donc on est là depuis quand même 1h40. C'est dans 20 minutes maximum, on va achever notre débat. Donc on a parlé de plusieurs problématiques avec nos chers député du Sénat du Maroc et notre cher membre de FEMWIS, Madame Selwa, autour de pas mal de problématiques. Et pour vous mettre un peu à jour, on est sur la question de comment aujourd'hui, sachant que l'Afrique, elle vient de loin, beaucoup de problèmes économiques, beaucoup de guerres civiles, beaucoup de sous-développement aussi, comment aujourd'hui la digitalisation pourrait aider à rattraper le train de développement rapidement et le Rwanda a une belle expérience dans ce sens. Allez-y, Monsieur Parfait, on vous entend. Oui, je m'excuse vraiment pour le retard, mais fois, ce sont des moments exceptionnels qui font qu'on ne contrôle pas absolument ce qui se passe du jour au lendemain. Mais pour enchaîner directement sur la question que vous venez de me poser, je pense que le Rwanda, effectivement, c'est un très bon exemple. Moi-même, ça fait à peine une année que je suis de retour là-bas. Avant, j'étais au Maroc pendant une très longue période, qui est notre réalité africaine. Ce que je trouve. Alors, je rappelle que vous étiez responsable du Centre culturel africain et vous êtes actuellement haut responsable au ministère des Affaires étrangères chargé de l'Afrique du Nord. Allez-y, monsieur. Voilà. Donc, le Rwanda, après le génocide qui a eu lieu en 1994, il a tout mis en place pour bâtir une économie basée surtout sur la connaissance. Qui dit économie de la connaissance implique évidemment tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique. Et il y avait
une vraie volonté d'avancer sous la houlette du président Paul Kagame. Il y avait aussi une envie de réussir parce que un génocide, ça s'est passé à huis clos. Même actuellement, on est en période de commémoration jusqu'en juillet. Il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Il y avait une rage, une envie de réussir, de reconstruire le pays. Et donc, on se disait, un pays qui n'a pas forcément d'autres ressources que les ressources humaines et des ressources liées à l'agriculture, il faut absolument trouver d'autres voies pour se développer, de faire la différence, dans le numérique. Donc, sur 20 ans, les dernières 20 années, ce qui a été mis en place, on a commencé par d'abord mettre en place une politique suivie par la mise en place des infrastructures. Par exemple, aujourd'hui, là où je vous parle, pratiquement toutes les écoles du pays, toutes les écoles du pays sont connectées à la fibre optique et la 4G est couverte dans le pays à 98%. Absolument. Public et toutes les... Sur le créé, c'est pas soi, mais oui. Et même dans le monde rural, monsieur Parfait, même dans le monde rural. Absolument. Pour changer surtout le mindset, il a fallu que les terminaux soient donc sur le dernier au Maroc avec le programme INJAZ. Ensuite, on a développé des services sur l'infrastructure qui était déjà là. Aujourd'hui, par exemple, pour les services publics, ils sont accessibles à 100%. Ils sont pratiquement sans service disponibles à tout le monde par les outils digitaux. Ça veut dire que, par exemple, pour demander une attestation de naissance, t'as pas besoin d'aller faire la queue au secteur ou bien au bureau. Tu peux juste l'avoir à travers ton portable. Même pas besoin d'avoir un smartphone. Il suffit juste, même les opérateurs ont joué le jeu de sorte que tout le monde, là où il est, il peut payer, il peut demander des services, il peut accéder aux services, il peut même faire des réclamations en utilisant l'outil digital. Et avec le temps, on se rend compte que la pénétration et l'utilisation commence à monter pour atteindre les 80%, les 100%. Vous entendrez probablement parler du portail Irembo qui centralise tous les services de l'État. Et moi, dernièrement, c'est là où j'ai pu constater effectivement l'utilité de ces services parce que j'ai connu aussi l'expérience dans un autre contexte où on fait la queue, où on attend et parfois on n'est pas sûr de retrouver le responsable. Mais aujourd'hui, l'informatique permet aussi de faire le monitoring et de voir là où ça traîne et de résoudre le problème. Donc, à part ça, il y a aussi un dernier programme qui a été mis en place pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'outil. Donc, le gouvernement met en place un programme qui s'appelle Connect Rwanda où tout le monde s'est engagé suivant les moyens qu'il a, le président promis en donnant 1000 téléphones portables qui ont été collectés pendant 3 mois et puis on a pu collecter pendant 3 mois 30 000 portables. Si ce n'était pas le Covid, on allait avoir beaucoup plus de portables à distribuer dans les milliers ruraux pour que ils puissent avoir. Parce que on peut pas, les services peuvent être là, l'infrastructure peut être là, mais si on n'a pas de terminal pour accéder au service, ça ne peut pas aller loin. En plus, il y a de mes observations que je fais depuis que je suis là, je me rends compte aussi l'agriculture qui est le domaine le plus qui emploie le plus de monde au Rwanda, commence à être des agricultures. Ils ne sont pas seulement utilisés pour transporter le sang ou bien pour ce genre de service, mais aussi dans l'agriculture, où ça permet aussi de mesurer, par exemple, la qualité des sols, la cartographie, des services comme ça. En tout cas, je dirais que alors rapidement, Monsieur Parfait, parce que il ne reste pas beaucoup de temps, maximum c'est 20 minutes. Avant de passer aux autres intervenants, vous n'avez pas beaucoup parlé. Une dernière question. Donc, il y a eu la signature de 19 conventions d'accord
le Rwanda et le Maroc il y a quelques années. Qu'en est-il de ces conventions et qu'en est-il de l'implication du Rwanda dans le cadre de ces conventions? Rapidement, en 2 minutes. En fait, c'est même plus que ça. On est actuellement autour de 40 accords de coopération. Ouais. Tout ce qui marche très bien dans les domaines comme la finance, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture avec OCP et d'autres projets. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, même si les relations entre le Maroc et le Rwanda ont été plus ou moins tardives récemment en 2016, mais ils connaissent un engouement. Je crois, vous savez qu'on a déjà ouvert une ambassade à Rabat depuis en début de cette année, et l'ambassade au Rwanda et du Maroc existe depuis 3 ans, et c'est vraiment ça va. On est très satisfait. En plus, je pense que c'est prometteur. C'est vraiment la coopération sud-sud comme elle est évoquée par les deux pays. Alors je vais chez Monsieur Toussaint. Monsieur Skouri lève la main. Allez-y, Monsieur Skouri. Allez-y, Monsieur Skouri. Non, mais je prendrai la parole après. D'accord. Alors, je vais vers Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Une dernière question un peu pour conclure et faire un peu le tour. Alors, à votre avis, comment les États africains peuvent collaborer pour investir durablement dans le continent et développer une économie résiliente? Et je crois aujourd'hui, pour que l'Afrique puisse compter dans la scène mondiale et pour une bonne synergie des politiques économiques de développement, à mon avis, la solution, c'est de travailler en synergie et d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Il n'y a pas une autre solution. Aujourd'hui, l'Amérique compte parce que l'Amérique travaille dur et l'Amérique c'est 53 États, j'ai oublié 52, je ne sais pas exactement, quand même, d'États qui travaillent en synergie. La Chine compte parce que la Chine, c'est pas un petit pays, c'est un géant. Si l'Afrique veut compter, on ne peut pas se limiter à des micro-États. On doit travailler à aller vers l'Union africaine. Et je pense que c'est la seule solution. Maintenant, ce ne sera pas facile. On peut, dans un premier temps, faire des politiques régionales très fortes. La CEDEAO, tous les pays, tous les organismes régionaux qui puissent développer des politiques très fortes avec des consensus forts sur des bases très claires. Et ensuite, après ça, migrer clairement vers vraiment une organisation continentale plus forte que l'Union africaine, où vraiment on prendra des choses de façon macro. Monsieur Skouri, à vous la parole. Allez-y. Oui, je voulais juste dire à Monsieur Parfait que le Rwanda a été parfait dans ses choix et dans les allocations de financement qu'ils ont fait pour l'éducation et pour la digitalisation. Je crois que c'est un exemple dont l'Afrique doit être fière. Et cela m'amène à revenir un peu, si vous voulez, sur ce que je disais tout à l'heure, parce que les aides, effectivement, et les prêts sont toujours conditionnés, ça on le sait. Mais l'Afrique doit d'abord compter sur l'Afrique. Le développement de l'Afrique ne viendra en premier lieu que de l'Afrique elle-même. Les bailleurs de fonds ont leur logique, bien entendu. Les politiques qu'elles mènent ont des soubassements. Mais comment ça se passe? Monsieur Toussaint vient de le dire. Les pays africains négocient pays par pays au lieu justement d'avoir cette inertie et ces blocs régionaux. Nous perdons beaucoup de points de PIB, par exemple, par la non-intégration au niveau du Maghreb. Et c'est valable un peu pour tous les autres ensembles. Et donc, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si nous voulons agir, réfléchir en tant qu'Africains, on n'a qu'à développer ce que Sa Majesté a lancé dans le cadre justement de ce co-développement, de cette vision de l'Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique. Donc, il faut effectivement aller dans le sens de cette coopération sud-sud
qui peut apporter beaucoup parce que d'abord, elle a des soubassements de solidarité, elle est imprégnée justement d'aller dans des espaces qu'on connaît plus ou moins, les problématiques sont plus ou moins semblables, les solutions peuvent donc être plus adéquates par rapport aux problèmes qui sont posés. Et je crois que ça, c'est un enjeu qui est fondamental. Et la digitalisation, bien sûr, peut apporter énormément de choses. Je me hasarde à parler après Monsieur Parfait, qui a parfaitement parlé du sujet. Mais effectivement, la digitalisation peut beaucoup aider à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens par l'administration, à mettre à leur qui peut être dématérialisée, elle peut aussi être attentive à participer juste au développement du pays. Et elle a une certaine ou par le biais justement de la digitalisation, on peut toucher les populations les plus d'Africains sur 3 ont l'électricité. C'est une électricité aussi qui n'est pas toujours fiable. Donc, il y a des problèmes. Si on n'a pas l'électricité, effectivement, on ne peut pas entrevoir le développement de la digitalisation. Donc, les problèmes sont liés et il faut que nous entrions dans le cadre d'un développement inclusif, d'un développement qui intègre un peu toutes les problématiques, mais il faut surtout qu'on aille vers des priorités, vers des choix, parce que il y a des projets effectivement qui sont sur le long terme, et ceux-là, ils seront toujours là, mais il faut aller vers ce genre de projets, par exemple, qui ont été développés en Afrique. Plus d'un million, un millier de projets ont été signés durant les quelques années passées pour, par exemple, apporter de l'aide au développement de l'agriculture, pour développer des plateformes pour les engrais au niveau de l'Éthiopie et du Nigeria. Il y a des projets aussi, des pipelines avec le Nigeria, mais il y a aussi au niveau de l'agriculture on n'a pas parlé de l'aspect des richesses maritimes. Il y a par exemple ce qu'on appelle les villages de pêcheurs et les points de débarquement aménagés qui ont été c'est des projets qui ont été initiés au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal et qui permettent justement d'apporter énormément d'aide et énormément de facilitation du travail des pêcheurs et de ces agriculteurs locaux tout en améliorant leur revenus et le rendement au niveau des activités sur lesquelles ils travaillent. Alors, si vous permettez, et en parlant de priorité, je rebondis sur la question et je m'adresse à Madame Selwa. Madame Selwa, aujourd'hui pour la femme africaine, où est la priorité? Est-ce qu'on doit vraiment attendre que la parité monte au sommet carrément des gouvernements? Est-ce que vous attendez que la moitié des gouvernements africains soient gérés par des femmes, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un espoir de développement de la parité au niveau professionnel, au niveau politique? Et comment vous voyez un peu les choses se développer en 2 minutes, s'il vous plaît, Madame Selwa? Je reviens aussi à Monsieur Ali Hadji pour juste un simple rebondissement sur le fait que est-ce que des projets qu'on a signés avec nos partenaires et qui n'ont rien abouti, voyez vraiment que qui est le responsable pour cet échec-là? Bon, je reviens vers votre question, cher Amine. Je crois que en voyant maintenant Monsieur Manga, en voyant toutes les composantes de notre conférence,
je suis très optimiste pour l'implication et le rôle de la femme africaine. Je vois des hommes qui soutiennent la femme. Je vois une jeunesse à travers Manga. Eh ben oui, Manga, il est un jeune qui a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge et qui veut bien make the difference in the continent. So, à travers la jeunesse, à travers la femme africaine qui est née, femme combative, courageuse, qui défie la nature, qui défie les enjeux sécuritaires, qui défie les mentalités, qui défie la famille, qui défie la pauvreté, qui défie tout pour réussir, pour arriver à, comme Madame la présidente de l'Éthiopie, présidente depuis 2 ans, comme Madame Samba Pianza, ex-présidente de l'Afrique centrale, des présidentes qui ont arrivé au top, des femmes jeunes qui combattent et qui prennent les devants, qui sont en Europe, en Allemagne, en Amérique et même en Chine. Je crois que l'avenir appartient à la femme africaine à travers vous aussi. Merci beaucoup, Salwa, pour ce mot. Je vais chez Monsieur Ali. Monsieur Ali, un mot de la fin de 2 minutes. Comment vous voyez un peu tout ce qui a été dit et comment vous voyez l'avenir du partenariat entre les pays africains? Oui, en fait, le partenariat est évident. Et il ne souffre d'aucune ambiguïté. Parce que si nous voulons une Afrique prospère, une Afrique dynamique, une Afrique qui a son mot à dire sur la scène mondiale, nous devrions franchement être ensemble. Comment être ensemble? Il ne suffit pas d'organiser des rencontres seulement dans le cadre de l'Union africaine. Il faudrait que les Africains, surtout les États africains, abandonnent une partie de leur souveraineté. Parce que les États africains sont jaloux de leur souveraineté. En fédération, pour être plus unis, pour être plus forts, pour mieux négocier, pour mieux obtenir ce qu'il faut pour construire l'Afrique de demain avec les objectifs précis qui sont énumérés dans l'agenda 2063. Et sans être unis, c'est un leurre, c'est une fiction, c'est pas réaliste d'aller en ordre dispersé et prétendre construire une Afrique que nous voulons, une Afrique forte, avec tout ce que nous pouvons compter comme infrastructure, tout ce que nous voulons compter comme potentialité, et il faudrait fédérer. Sans quoi nous ne pouvons pas arriver à cette Afrique. Monsieur Ali, merci beaucoup. Je crois qu'on a moins d'1 minute pour couper. Monsieur Parfait, vous n'avez pas parlé ce soir. Je vous donnerai 30 secondes pour parler avant le mot de clôture. Allez-y, Monsieur Parfait, rapidement. Je crois que pour être bref, je vais répéter ce que les autres ont dit. On doit rester unis et continuer à travailler ensemble pour qu'il n'y ait plus de frontières, pour qu'il n'y ait plus toutes ces barrières héritées de la colonisation et qu'on continue de croire en l'Afrique que nous voulons. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Merci, Monsieur Stéphane, notre partenaire officiel. Merci, Monsieur Manga. Merci pour votre présence. Merci, Monsieur Sekouri, pour votre assistance et votre présence. Monsieur Parfait, Monsieur
Monsieur Ali Hadji, merci beaucoup pour votre temps. Madame Selwa, merci beaucoup pour votre présence. Merci Monsieur Benani pour son assistance, pour son ingénierie et toute l'équipe de l'ANSD. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique que nous dévoilerons demain. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Merci.